En novembre 1512, Nicolas Machiavel se réveilla enchaîné dans une cellule sombre à Florence. L'homme qui avait servi la République pendant 14 ans, qui avait négocié avec des rois et des papes, qui avait été le confident des plus puissants, était désormais un prisonnier, accusé de trahison. Les Médicis étaient de retour au pouvoir, et leur première directive fut d'éliminer tous ceux qui avaient servi le gouvernement précédent. Machiavel était sur la liste. Ce qui suivit furent des semaines de torture. La strapade, une technique où le prisonnier était suspendu par les bras, attaché dans le dos, disloquant les épaules. 6 fois, il fut soumis à ce tourment. 6 fois, il résista, sans avouer des crimes qu'il n'avait pas commis. Mais la douleur physique n'était pas le pire. Le pire était la trahison. Les mêmes hommes qui avaient dîné chez lui, qui avaient sollicité ses conseils, qui avaient juré allégeance à la République, le désignaient maintenant. Et comme un ennemi, des amis de longue date se transformèrent en accusateurs, des collègues qui lui devaient des faveurs, signèrent son arrêt de mort. Quand il fut finalement libéré, il était brisé, sans emploi, sans argent, sans réputation, exilé dans un petit village toscan, loin de Florence, la ville qu'il aimait, loin du pouvoir, qui avait été sa vie. N'importe qui d'autre aurait été anéanti par une telle expérience. N'importe qui d'autre aurait passé le reste de ses jours aigri, rempli de ressentiment, à se victimiser, mais Machiavel n'était pas n'importe qui. Dans cette modeste demeure, utilisant la trahison comme combustible, il écrivit « Le Prince », l'œuvre qui allait à jamais changer notre compréhension du pouvoir humain. Le texte qui, 500 ans plus tard, continue d'être étudié dans les universités du monde entier. La trahison ne l'a pas détruit, elle l'a transformé en quelque chose de plus puissant qu'il n'aurait jamais pu être sans elle. La science de la croissance post-traumatique. Pendant des décennies, la psychologie s'est concentrée sur les dommages causés par le trauma, sur la façon dont les expériences douloureuses détruisent les individus, sur les troubles, les dysfonctionnements, les pathologies. Mais dans les années 1990, les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun ont découvert quelque chose qui contredisait tout ce que l'on croyait jusqu'alors. Certaines personnes non seulement survivaient au trauma, mais en émergeaient plus fortes, plus sages, plus capables. Ils ont appelé cela la croissance post-traumatique. Ce n'est pas la même chose que la résilience. La résilience, c'est la capacité de revenir à son état antérieur, après l'adversité. C'est rebondir et redevenir qui l'on était. La croissance post-traumatique est quelque chose de complètement différent. C'est se transformer en quelqu'un de nouveau, quelqu'un que l'on n'aurait jamais pu être sans l'expérience traumatique. Les recherches les plus récentes, publiées en 2024, ont identifié 5 catégories de cette croissance. Premièrement, les survivants reconnaissent et saisissent de nouvelles opportunités qu'ils ne voyaient pas auparavant. Deuxièmement, ils forgent des relations plus profondes et plus authentiques. Troisièmement, ils cultivent une force intérieure qu'ils ignoraient posséder. Quatrièmement, ils acquièrent une appréciation plus profonde de la vie. Et cinquièmement, ils expérimentent des changements existentiels et spirituels significatifs. Mais voici le point crucial. La croissance post-traumatique ne se produit pas automatiquement. Ce n'est pas de la magie. C'est un processus qui, selon les chercheurs, demande beaucoup de temps, d'énergie et de lutte. Tous ceux qui souffrent d'un trauma ne grandissent pas à partir de celui-ci. Certains sont détruits, certains survivent simplement, et certains se transforment. La différence réside dans la manière dont ils traitent l'expérience. Le cerveau qui se reconstruit. Les neurosciences ont révélé quelque chose d'extraordinaire sur le cerveau humain.
Il a la capacité de se réorganiser complètement. Après l'adversité, les scientifiques appellent cela la neuroplasticité. Et ce n'est pas une métaphore, c'est un processus physique, mesurable, observable, sur des scanners cérébraux. Une étude publiée en 2024 dans Nature Neurosciences a trouvé des preuves de changements structurels généralisés dans le cerveau. En fonction de l'adversité vécue, les chercheurs ont suivi des centaines de participants pendant des années en scannant régulièrement leur cerveau. Les personnes qui avaient subi des traumas montraient des altérations dans de multiples régions cérébrales. Mais voici ce qui est fascinant. Ces altérations n'étaient pas nécessairement négatives. Elles dépendaient de la manière dont la personne avait traité l'expérience. Le même trauma pouvait renforcer ou affaiblir le cerveau en fonction de la réponse de l'individu. Dans certains cas, l'adversité avait renforcé les connexions dans le cortex préfrontal, la région responsable de la pensée stratégique, de la régulation émotionnelle et de la planification à long terme. Ces personnes montraient un plus grand volume de matière grise dans les zones associées à la prise de décision. Leur cerveau s'était littéralement étendu dans les régions qui comptent le plus pour le succès. Dans d'autres cas, la même adversité avait affaibli ces mêmes régions. Le cortex préfrontal avait perdu du volume, les connexions s'étaient fragmentées, la capacité de penser stratégiquement avait diminué. La différence ne résidait pas dans la sévérité du trauma, mais dans la réponse au trauma. Deux personnes qui subissaient des trahisons identiques pouvaient se retrouver avec des cerveaux complètement différents, selon la manière dont elles traitaient l'expérience. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui montraient la plus grande résilience présentaient des schémas neurologiques spécifiques, une plus grande activité dans les régions associées à la régulation émotionnelle, une plus faible réactivité dans l'amygdale, le centre de la peur, qui déclenche les réponses de panique, des connexions plus fortes entre les zones de traitement émotionnel et les zones de contrôle exécutif. Une découverte particulièrement importante a été que ces différences neurologiques prédisaient les résultats futurs. Les personnes dont le cerveau s'était renforcé après le trauma montraient moins d'anxiété, de meilleures performances cognitives et une plus grande capacité à gérer le stress futur. Les personnes dont le cerveau s'était affaibli montraient le schéma opposé. En d'autres termes, le cerveau peut littéralement se recabler. Après la trahison, il peut devenir plus fort, plus stratégique, plus capable de gérer les futures adversités. Les circuits neuronaux, qui contrôlent la réponse au stress, peuvent se renforcer. La capacité de penser clairement, sous pression, peut augmenter, mais seulement si le processus est géré correctement. La théorie du trauma par trahison. Tous les traumas ne sont pas égaux. La recherche a montré que les traumas qui impliquent une trahison de la part de personnes proches et de confiance ont des effets particulièrement profonds. La théorie du trauma par trahison, développée par la psychologue Jennifer Freyd, stipule que lorsque nous sommes trahis par quelqu'un dont nous dépendons, le cerveau traite l'expérience d'une manière différente. Ce n'est pas seulement de la douleur, c'est une rupture fondamentale dans notre compréhension du monde et des relations humaines. Une étude récente sur les effets à long terme de la trahison institutionnelle a révélé que ces expériences peuvent causer ce que les chercheurs appellent une blessure morale. Ce n'est pas seulement un trauma psychologique, c'est un dommage à notre système de croyance, à notre foi en la justice, à notre capacité de faire confiance. Mais la même recherche a révélé quelque chose d'important. La profondeur de la blessure est directement liée à la profondeur de la transformation possible. Pensez-y.
Si quelqu'un que vous connaissez à peine vous déçoit, l'impact est limité. Mais si quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue vous trahit, l'impact est massif. Et cet impact massif, lorsqu'il est traité correctement, peut générer une croissance massive, une véritable croissance post-traumatique, comme l'ont décrite Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun. La trahison de ceux que Nicolas Machiavel considérait comme des amis fut dévastatrice, précisément parce que la confiance était profonde, et cette dévastation s'est convertie en le carburant de sa transformation, son exil forcé dans un petit village toscan, loin des intrigues de Florence. Les 4 phases de la transformation. Nicolas Machiavel n'a pas laissé de manuel sur la façon dont il a utilisé sa trahison pour se reconstruire. Mais ses lettres, ses écrits, son comportement durant les années d'exil révèlent un processus que la psychologie moderne a validé. La première phase est la reconnaissance sans négation. Nicolas Machiavel n'a pas feint que la trahison n'avait pas eu lieu. Il n'a pas minimisé la douleur. Il n'a pas rationalisé le comportement de ses traîtres. Dans ses lettres à Francesco Vettori, il décrit avec une clarté brutale ce qu'ils lui ont fait. Il nomme les traîtres, il détaille leurs actions, il accepte la réalité complète de ce qu'il a vécu. Il a été torturé, soumis à la strapade, mais il n'a jamais nié sa souffrance. La recherche confirme que cette phase est cruciale. La négation du trauma empêche le traitement. Les personnes qui minimisent leurs expériences ou les rationalisent prématurément restent piégées dans un cycle où le trauma ne se résout jamais, comme l'a montré Jennifer Freyd dans ses travaux sur la trahison de la théorie. La deuxième phase est la séparation entre la douleur et l'identité. Nicolas Machiavel a souffert intensément, ses lettres le démontrent, mais il n'a jamais permis que la souffrance définisse qui il était. Il maintenait une distinction claire entre ce qui lui était arrivé et ce qu'il était. Il était plus que sa trahison. En psychologie moderne, ceci s'appelle la différenciation, la capacité d'expérimenter des émotions intenses sans fusionner avec elles, de sentir la douleur sans devenir la douleur, un peu comme un musicien qui joue une note triste sans pour autant devenir cette tristesse. La troisième phase est l'extraction d'apprentissage. Nicolas Machiavel n'a pas seulement survécu à la trahison, il l'a étudiée. Il a analysé pourquoi il avait été trahi. Il a examiné les schémas de comportement humain qui avaient mené à sa chute. Il a identifié ses propres erreurs stratégiques. Le Prince n'est pas un livre de vengeance, c'est un livre d'analyse. Chaque page contient des leçons extraites de son expérience personnelle, filtrées à travers son observation de la nature humaine. C'est comme si un grand chef, après avoir raté un plat, analysait chaque ingrédient et chaque étape pour comprendre son erreur et créer une recette encore meilleure. La quatrième phase est la construction sur les ruines. Nicolas Machiavel n'a pas tenté de redevenir qui il était avant la trahison. Il a compris que cet homme n'existait plus. À la place, il a utilisé les matériaux de la destruction pour construire quelque chose de nouveau, une véritable renaissance. Le diplomate qui fut trahi est devenu le philosophe qui enseigna à des générations futures comment fonctionne réellement le pouvoir. La perte de sa position lui a donné la distance nécessaire pour voir clairement ce qui était auparavant trop près pour être analysé. Un peu comme le général de Gaulle qui, mis à l'écart, a pu repenser la France et sa place dans le monde. Le protocole machiavélique de transformation. En me basant sur le processus de Nicolas Machiavel, est validé par la recherche moderne sur la croissance post-traumatique. Il existe un protocole spécifique pour utiliser la trahison comme carburant, une véritable alchimie. Le premier pas est de documenter la trahison complètement, pas dans votre esprit, où elle peut se distorsionner avec le temps, mais par écrite. Qui vous a trahi? Que ont-ils fait exactement?
Quand cela s'est-il produit? Quelles furent les conséquences concrètes? Cet exercice remplit deux fonctions. Premièrement, il sort l'expérience de la rumination interne, où elle peut croître disproportionnellement. Deuxièmement, il crée un registre objectif que vous pouvez analyser sans la chaleur émotionnelle du moment. Un peu comme un expert comptable qui examine les chiffres froids pour comprendre une faillite. Nicolas Machiavel maintenait une correspondance détaillée durant son exil, non seulement pour communiquer, mais pour traiter l'information. L'acte d'écrire sur son expérience était partie intégrante de sa récupération. Le deuxième pas est d'identifier votre responsabilité sans auto-flagellation. La trahison requiert deux parties, le traître et le trahi. Le traître est responsable de son acte, mais vous êtes responsable d'avoir créé les conditions où la trahison fut possible. Ceci n'est pas se blâmer soi-même, c'est reconnaître une part d'agence. Nicolas Machiavel identifia qu'il avait trop fait confiance à la loyauté de personnes qui ne l'avaient pas démontré, qu'il avait ignoré des signes d'avertissement, qu'il avait priorisé la convenance sur la cautèle. Reconnaître ceci ne diminue pas la culpabilité du traître, mais vous redonne du pouvoir. Si votre comportement a contribué à la situation, votre comportement peut prévenir des situations futures. C'est comme si un chef d'entreprise, après avoir été victime d'une escroquerie, reconnaissait avoir été naïf dans ses procédures et mettait en place des contrôles plus stricts. Le troisième pas est d'extraire les leçons stratégiques. Chaque trahison contient des informations précieuses sur la nature humaine, sur les dynamiques du pouvoir, sur vos propres vulnérabilités. Posez des questions spécifiques. Quels signaux ai-je ignorés avant la trahison? Quel schéma de comportement aurais-je dû reconnaître? Quelles croyances naïves avais-je sur cette personne ou situation? Que ferais-je différemment si je pouvais revenir en arrière? Les réponses à ces questions sont votre vraie compensation pour la douleur subie. Elles sont une connaissance que personne ne peut vous enlever et qui vous protégera dans le futur. C'est comme si un médecin, après avoir perdu un patient, étudiait minutieusement le dossier pour comprendre ce qui aurait pu être fait différemment et sauver d'autres vies. Le quatrième pas est de canaliser l'énergie vers la construction. La trahison génère une énergie émotionnelle intense, rage, douleur, désir de vengeance. Cette énergie peut vous consumer si vous la laissez sans direction, ou elle peut vous impulser si vous la canalisez correctement. Nicolas Machiavel canalisa son énergie vers l'écriture. Chaque soir, après avoir travaillé dans sa petite ferme, il se vêtait de vêtements de cour et entrait dans son étude. Là, comme il le décrivait lui-même, il conversait avec les anciens et écrivait ce qu'il avait appris. L'énergie qu'il aurait pu dépenser en amertume, il l'investit dans la création de quelque chose de permanent. La vengeance stratégique. Parlons de vengeance, parce qu'il serait malhonnête de feindre que ce n'est pas une partie de l'équation. Quand quelqu'un vous trahit, il y a un désir naturel de vengeance. C'est biologique, c'est évolutif. Ce n'est pas quelque chose dont vous devriez avoir honte, mais Nicolas Machiavel enseignait quelque chose de crucial sur la vengeance. La meilleure vengeance n'est pas celle qui détruit votre ennemi. C'est celle qui vous construit, vous. Le Prince fut la vengeance de Nicolas Machiavel, non contre les individus spécifiques qui le trahirent, mais contre l'ignorance et l'ingénuité qui avaient permis sa chute. Chaque page de ce livre est un acte de vengeance contre un monde qui récompense la manipulation et punit la confiance aveugle. Et cela fonctionna. 500 ans après, personne ne se souvient des noms de ceux qui le trahirent. Mais tout le monde connaît Nicolas Machiavel. C'est la vengeance ultime. C'est la forme la plus élevée de vengeance. Ne pas se rabaisser au niveau du traître, mais utiliser la trahison comme tremplin pour atteindre une grandeur encore plus grande. Comme le disait Victor Hugo, on résiste à l'invasion des armées. On ne résiste pas à l'invasion des idées. S'élever si haut que le traître en devienne insignifiant.
Les études sur la satisfaction de la vie ont révélé que les personnes qui cherchent à se venger directement trouvent rarement la satisfaction escomptée. L'acte de vengeance laisse souvent un vide plus grand que celui qu'il prétendait combler. C'est comme allumer un incendie pour chasser l'obscurité. On risque de tout brûler, mais les personnes qui canalisent leur désir de vengeance vers l'amélioration personnelle rapportent des niveaux significativement plus élevés de satisfaction et de bien-être à long terme. C'est l'art de transformer le plomb en or, une alchimie intérieure. Le mythe de redevenir, qui on était une erreur commune après la trahison, et de tenter de redevenir qui on était avant. Récupérer l'innocence perdue, restaurer la confiance que l'on avait. C'est un peu comme vouloir recoller un vase brisé. Les fissures resteront toujours visibles. C'est impossible et ne devrait pas être votre objectif. La théorie du trauma par trahison établit quelque chose d'important. Ce qui s'est brisé n'était pas une entité statique, mais un sens dynamique du moi, en constante évolution. Il n'y a pas un moi pré-traumatique complètement formé et psychologiquement intact, auquel vous pouvez revenir. C'est comme chercher une étoile éteinte. Elle n'existe plus. Nicolas Machiavel n'a jamais tenté de redevenir le diplomate naïf qui faisait confiance à la loyauté de ses collègues. Il a compris que cet homme était mort dans les soldats de Tortura. Ce qui a émergé était quelqu'un de différent, quelqu'un de plus sage, quelqu'un de plus dangereux, quelqu'un capable de voir les vérités que l'homme d'avant ne pouvait pas. C'est la renaissance, après le feu purificateur. L'objectif n'est pas la récupération, mais la transformation. Les psychologues distinguent 3 types de réponses à l'adversité. La récupération, qui est le retour à l'état antérieur, la résistance, qui est le maintien de la stabilité pendant le trauma, et la reconfiguration, qui est la reconstruction permanente de l'image de soi et du monde. La reconfiguration est la réponse la plus rare et la plus puissante. C'est l'art de faire du neuf avec du vieux, une nouvelle fondation sur les ruines de l'ancienne. Les signaux que vous utilisez bien votre trahison. Comment savoir si vous transformez votre trahison en combustible ou si elle vous consume? Il y a des signaux spécifiques. Le premier signal positif est que vous pensez à la trahison de moins en moins fréquemment, mais avec plus de clarté. Au début, les pensées sont constantes et confuses. Avec le temps, si vous processez correctement, les pensées se font moins fréquentes, mais plus structurées. Vous pouvez analyser l'expérience sans être entraîné par l'émotion. C'est comme regarder une tempête de loin. On en voit les éclairs, sans en ressentir la fureur. Le deuxième signal positif est que vous avez identifié des changements concrets dans votre comportement. Vous n'avez pas seulement souffert, vous avez appris. Vous pouvez signaler spécifiquement ce que vous faites différemment maintenant en raison de l'expérience. Le troisième signal positif est que l'histoire de la trahison a un but au-delà de la douleur. Vous pouvez la raconter non seulement comme une victime, mais comme le protagoniste d'une transformation. La douleur fait partie de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. C'est comme raconter un conte où le héros surmonte l'adversité et en ressort grandi. Le quatrième signal positif est que vous avez créé quelque chose à partir de l'expérience. Un projet, un changement de carrière, une relation plus profonde, une œuvre créative. L'énergie de la trahison s'est transformée en quelque chose de tangible. C'est comme un sculpteur qui utilise la pierre brute pour créer une œuvre d'art. Les signaux négatifs sont les opposés. Pensée constante sans clarté, aucune leçon extraite. L'histoire est racontée seulement comme une victimisation. Rien de construit sur les ruines. Si vous reconnaissez les signaux négatifs, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que le processus est incomplet. La transformation prend du temps. L'important est la direction, pas la vitesse. C'est comme planter un arbre. Il faut de la patience pour voir les fruits. L'héritage des trahis.
L'histoire est pleine de personnes qui ont été trahies et ont utilisé cette expérience pour atteindre la grandeur. Leurs noms résonnent à travers les siècles, non pas malgré les trahisons qu'ils ont subies, mais en partie grâce à elles. Jules César a été poignardé 23 fois par des hommes qu'il considérait comme des amis et des alliés. Parmi les assassins, il y avait Brutus, que César avait pardonné, promu et traité presque comme un fils. La trahison était si profonde que ses dernières paroles, selon la légende, furent d'incrédulité envers Brutus spécifiquement. Mais sa mort ne fut pas la fin de son héritage. Ce fut le catalyseur. Il transforma la République romaine en l'empire qui dominerait le monde pendant des siècles. C'est le paradoxe de la trahison, la destruction qui engendre la création. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. 27 ANS, plus d'un quart de siècle dans une cellule, pour avoir lutté pour les droits de son peuple. Il a été trahi par des informateurs au sein de son propre mouvement. Il a été abandonné par des gouvernements qui avaient promis un soutien. Il a été oublié par un monde qui a continué sans lui. Quand il est finalement sorti de prison, il avait plus de 70 ans. Toute amertume aurait été complètement justifiée. Au lieu de cela, il a émergé pour mener la transformation d'une nation entière vers la réconciliation, pardonnant même à ceux qui l'avaient emprisonné. C'est l'exemple ultime de la résilience, la capacité de pardonner l'impardonnable. Steve Jobs a été expulsé d'Apple, la compagnie qu'il avait lui-même créée dans le garage de ses parents, par des dirigeants qu'il avait embauchés et à qui il avait donné du pouvoir. Le conseil d'administration a choisi John Sculley au lieu du fondateur. Jobs a été humilié publiquement, dépouillé de tout pouvoir, forcé de voir comment les autres dirigèrent sa création. Des années plus tard, il est revenu pour construire non seulement une entreprise, mais l'une des plus précieuses de l'histoire humaine. La période d'exil, comme il l'appelait, fut l'endroit où il apprit les leçons qui rendirent possible sa secondaire. C'est la preuve que parfois, il faut perdre pour gagner. Winston Churchill a été trahi par son propre parti, relégué au désert politique pendant les années 30, alors qu'il avertissait sur le danger nazi que personne ne voulait écouter. Il a été traité comme un alarmiste paranoïaque. Sa carrière semblait terminée. Quand la guerre qu'il avait prédite arriva finalement, il émergea comme le chef dont sa nation avait besoin, forgé précisément par les années d'isolement et de rejet. C'est la confirmation que la vérité finit toujours par triompher. Dans chaque cas, la trahison n'a pas été la fin de l'histoire. Ce fut le point d'inflexion, le moment où la douleur s'est transformée en combustible, où la destruction s'est transformée en reconstruction, où la personne qui avait été trahie s'est transformée en quelqu'un qui n'aurait pas pu exister sans cette expérience. Nicolas Machiavel appartenait à cette tradition des trahis transformés. Et vous pouvez y appartenir aussi. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à faire le travail nécessaire pour transformer votre douleur en pouvoir. Les erreurs qui empêchent la transformation. Avant d'arriver à la décision finale, vous devez connaître les erreurs qui empêchent la trahison de se transformer en combustible. Ce sont des pièges courants où beaucoup de personnes restent coincées. La première erreur est la rumination sans action. Pensez obsessivement à la trahison sans faire quoi que ce soit de constructif avec ses pensées. Répétez l'histoire dans votre esprit encore et encore. Imaginez des conversations où vous dites finalement ce que vous auriez dû dire. Ce cycle peut sembler productif, parce que vous êtes en train de traiter, mais en réalité, c'est une consommation d'énergie sans résultat. C'est comme tourner en rond, sans jamais avancer. Nicolas Machiavel a évité ce piège. En canalisant ses pensées vers l'écriture, il ne ruminait pas passivement, il analysait activement et documentait ses conclusions.
c'est l'acte de transformer la souffrance en sagesse. La deuxième erreur est la vengeance prématurée. Agir sous le coup de la rage. Avant d'avoir complètement digéré l'expérience, la vengeance impulsive est presque toujours contre-productive. Elle vous rabaisse au niveau du traître. Elle vous rend prévisible. Elle vous expose à des représailles. Nicolas Machiavel, lui, a attendu des années avant de répondre à sa trahison. Et sa réponse n'a pas été une attaque contre des individus spécifiques. Non, ce fut un chef-d'œuvre qui transcende toute vengeance personnelle. Un peu comme Voltaire, qui face à l'injustice répondait par l'ironie et la satire, la troisième erreur est l'isolement total. Couper tout contact humain en réponse à la trahison. Si une personne vous a trahi, conclure que toutes les personnes sont des traîtres. Cette erreur vous protège de futures trahisons, certes, mais elle vous prive aussi des relations qui pourraient aider à votre reconstruction. Imaginez-vous enfermé dans une tour d'ivoire, coupé du monde. Nicolas Machiavel a maintenu une correspondance active durant son exil. Francesco Vettori fut son confident durant les années les plus sombres. Des relations sélectives et Carful ont été une partie essentielle de sa résilience. Pensez aux salons littéraires du XVIIIe siècle, des lieux d'échange et de soutien mutuel. La quatrième erreur est la victimisation permanente. Construire votre identité entière autour du fait d'avoir été trahi. Raconter l'histoire encore et encore, sans jamais avancer au-delà de la douleur, cette erreur vous donne de l'attention et de la sympathie, mais elle vous maintient prisonnier du passé. C'est comme ressasser sans cesse l'affaire Dreyfus, incapable de tourner la page. Nicolas Machiavel parlait de sa trahison, mais il n'était pas défini par elle. Son identité a évolué, de diplomate trahi à philosophe du pouvoir. La trahison était une partie de son histoire. Pas toute son histoire. La cinquième erreur est la négation spirituelle fausse, feindre que vous avez déjà pardonné et dépassé l'épreuve, quand ce n'est pas le cas. Utiliser un langage de développement personnel sans avoir fait le travail réel. Déclarer que vous êtes en paix, quand intérieurement vous êtes toujours furieux. Cette fausseté empêche le processus authentique. Nicolas Machiavel était brutalement honnête sur sa douleur dans ses lettres privées. Cette honnêteté fut le prérequis pour la transformation réelle, comme un catharsis théâtral, la question finale. Vous arrivez à la fin de ces mots, avec une décision à prendre. Vous avez été trahi, ou vous le serez éventuellement. Personne n'échappe à cette expérience universelle. La question n'est pas de savoir si la trahison arrivera. La question est, que ferez-vous quand elle arrivera? Vous pouvez laisser la trahison vous détruire. Vous pouvez passer des années dans l'amertume, à répéter l'histoire à quiconque voudra l'écouter, à définir votre identité par ce qu'on vous a fait. Des millions de personnes choisissent ce chemin. Vous pouvez simplement survivre, continuer sans traiter, enterrant la douleur sous des couches de déni et de distraction, fonctionner extérieurement, alors qu'intérieurement, quelque chose reste brisé. Des millions d'autres choisissent ce chemin, ou vous pouvez faire ce qu'a fait Nicolas Machiavel, utiliser la trahison comme carburant, extraire chaque gramme d'apprentissage de l'expérience, canaliser l'énergie vers la construction de quelque chose de permanent, vous transformer en quelqu'un que vous n'auriez pas pu devenir sans la douleur, un peu comme la croissance post-traumatique décrite par Richard Tedeschi, Lawrence Calhoun et Jennifer Freyd. La recherche montre qu'entre la moitié et les 2/3 des survivants de traumatisme peuvent expérimenter une croissance post-traumatique. Ce n'est pas garanti, mais c'est possible. Et cette possibilité dépend de vous. Nicolas Machiavel a écrit que la fortune est femme et qu'il est nécessaire, pour la maintenir soumise, de la frapper et de la bousculer. L'interprétation moderne de cette phrase crue est que le destin favorise ceux qui agissent avec détermination, pas ceux qui attendent passivement votre trahison et votre fortune.
non pas au sens de bonne chance, mais au sens de votre circonstance, votre destin particulier. Vous pouvez la laisser vous contrôler, ou vous pouvez la soumettre à votre volonté, depuis sa petite maison dans un petit village toscan, exilé, ruiné, oublié par le monde qui l'avait servi. Nicolas Machiavel a choisi d'agir, il a choisi de créer, il a choisi de transformer sa pire expérience. En sa plus grande contribution, 500 ans plus tard, son choix continue d'inspirer ceux qui font face à la trahison. La question est, que choisirez-vous? Votre trahison peut être la fin de votre histoire, ou elle peut être le carburant qui enflamme quelque chose que vous n'auriez jamais réussi sans elle. La décision, comme toujours, est entre vos mains.